les invités. Juste d'abord, je me présente, Anne-Sophie Bouillenne, je suis rédactrice en chef de la revue Séquence Bois. On va aller plein d'exemplaires ici, n'hésitez pas à vous servir, peut-être en priorité les étudiants. Désolée pour les extérieurs. Et donc c'est une revue en fait qui fête ses 30 ans cette année. Vous l'aurez noté, je pense qu'il y a une grande frise chronologique en dessous depuis quelques semaines, donc on a fait à l'occasion de cet anniversaire-là. Et donc on s'est dit que c'était une bonne idée de faire une conférence sur la thématique du bois à l'école d'archi, aussi un peu à cette occasion. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Meyer, qui est architecte au sein d'Apache, une agence qui est fondée avec Frédéric Nicolas et Angela Moragues, et qui œuvre sur tout le pourtour méditerranéen, donc de Nice à Barcelone. Donc c'est une agence qui a plus de 20 ans d'expérience, et qui travaille toujours avec une démarche qui intègre la dimension environnementale, et donc notamment la forme de bois, et qui a reçu plusieurs prix nationaux de la construction bois, dont l'un cette année, avec un projet qui, je pense, nous présentera tout à l'heure. Et Olivier Gojard, donc c'est un charpentier retraité et citoyen en transition. Ça finit pas par arriver. Vous pouvez penser ce que vous voulez, ça prend un certain temps, mais ça finit par arriver. Il est engagé dans Amnesty International depuis 1977. C'est mon meilleur fait d'armes. Il a fondé à Avignon le bureau d'études structure bois Gojard Technologies, qui est une SCOP, et il accompagne aujourd'hui le bureau d'études environnement domaine SCOP également, ainsi que Philippe Bois Sud, dont il est le président. Vice-président, afin de participer au développement des filières. Donc je leur ai demandé de choisir 3 moments clés de leur vie pour se présenter, ce qu'ils vont faire, je pense. Et de présenter leur travail autour de 3 thématiques, donc les essences méditerranéennes d'avenir, un zoom sur la multiplicité des acteurs qui sont des acteurs nécessaires à la construction de bois, et le confort d'été. Voilà. Je leur laisse un petit temps de présentation, et après j'espère qu'on aura le temps aussi d'échanger tous ensemble si vous avez des questions. Ok. Ce que je te propose, je réponds à la première question sur les 3 moments clés de la vie. Je te laisserai la parole, puis après, on répondra, enfin, moi je répondrai aux questions avec le diaporama. Okay. Les 3 moments clés de la vie, qui a commencé il y a bien longtemps, plusieurs décennies, plus que 7, c'est vous dire. Le premier, j'ai été étudiant en archi, comme vous. Il y a plus de 50 ans, à l'ENSAIS à Strasbourg. Mais j'ai fait les études, j'ai refusé de passer le diplôme parce que à l'époque, ça pétait vachement. Et on trouvait que quand même, c'est un peu de fierté dans la vie, on ne passe pas un diplôme, on travaille. Enfin, c'était vrai quand il y avait le plein emploi, je reconnais volontiers que c'est moins facile maintenant. Et à cette époque-là, il y avait un journal dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelait Harakiri Hebdo. C'était l'ancêtre de Charlie Hebdo. Et dans ce journal, il y avait un auteur en particulier que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jean-Marc Reiser. Donc Reiser, le gros dégueulasse pour ceux qui connaissent, mais qui a beaucoup dessiné sur ce qu'on appelle maintenant la construction durable. Voilà. En tout cas, il y a plus de 50 ans, il avait déjà tout dessiné, des concepts sur lesquels tout le monde travaille depuis. Et ça m'avait énormément inspiré. Et c'est ce qui m'a amené à dériver du chemin conventionnel de l'architecture pour prendre un chemin de traverse. Et ce chemin de traverse, il m'a amené au deuxième temps fort que je peux évoquer dans ma vie, qui était, alors que j'étais parti habiter à la campagne, c'était un truc c'était un grand must à l'époque, le retour à la terre, ça s'appelait. Alors il y en a qui se retrouvaient avec des chèvres, moi c'était pas mon plan du tout, donc je me suis retrouvé à devoir travailler, comme je vous le disais à cette époque-là,
c'était le plein emploi. Quand on cherchait du boulot, on s'y mettait le vendredi à peu près pour embaucher le lundi suivant. Et donc j'ai fait ça un jour, je suis allé dans le village à côté de chez moi, à 2,5 km. Il y avait une entreprise, c'était une scierie. Je suis passé, je lui ai dit, ben voilà, je voudrais travailler, est-ce que je peux venir travailler chez vous? Et il m'a dit, ben, tu viens lundi matin. C'est comme ça qu'on embauchait à l'époque. Il n'y avait pas de CV, tout ça. Et je suis venu lundi matin. Et depuis, je suis toujours dans le bois. Toujours il y a plus de 50 ans pour ça. Et ça m'est resté, cette confiance d'emblée. J'étais épais comme un fil de fer, taillé pour faire du sillage, pas du tout adapté. Mais bon, ben, j'ai vite appris, parce qu'en tournant du bois et du bois et du bois, j'ai aussi pris un peu de carrure à l'époque. Tout comme deuxième temps fort, donc tu viendras là. Et puis le troisième, c'est beaucoup plus tard, 25 ans plus tard, après avoir gagné déjà de nombreux prix de construction bois avec mon copain Dominique Bollard, qui est architecte et qui, lui, avait passé son diplôme. Et on avait fondé ensemble une entreprise, un GIE, qui s'appelait Archipante. C'est clair, architecte et charpentier, pour ne pas faire plus synthétique. Et à l'occasion d'une remise de prix, comme il y a eu, comme il y en a diverses et variées, il y a toujours une conférence, comme on est en train d'en faire une aujourd'hui, et ce jour-là, il y avait une conférence d'un gars qui s'appelait Julius Laterre. C'est un ingénieur bois qui nous arrivait de Lausanne, de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, où il dirigeait, il est décédé depuis, il dirigeait un laboratoire spécialisé dans la construction bois, et il organisait un cours post-grade, post-universitaire, spécialisé dans la construction en bois. Et ce que je croyais connaître de la charpente, ça faisait déjà 10 ans que je construisais des maisons, ou des bâtiments, a été complètement bouleversé, tellement il était créatif, original dans les systèmes constructifs qu'il nous proposait et dans les travaux qu'il nous faisait faire. C'est-à-dire tous les travaux qu'on faisait en projet, on devait toujours les faire en deux versions. La version suisse, avec la technologie, les machines à commande numérique, on avait déjà ça, les logiciels 3D, c'était en 90-91, on avait déjà des logiciels 3D. Les ferrures en inox, le bois technique et tout ça. Et puis il fallait faire une version, la version africaine. Nous, pour faire les assemblages, on avait droit à des boîtes de conserve et du fer à béton. Et avec ça, dans un cas comme dans l'autre, on devait faire par exemple une halle de 40 mètres de portée. Et bien je peux vous dire qu'on apprend énormément de choses comme ça, énormément. Et ça m'a changé ma vie. Et pour moi, il y a vraiment un avant et un après cette rencontre-là. Voilà, j'en ai fini avec mes 3 points forts. Je passe la parole à la Bonjour à tous. Donc, moi, c'est peut-être un peu un parcours plus simple et plus classique. Mais mon premier temps fort, ça a été de partir de chez mes parents et d'aller vivre à Berlin. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais un peu perdu, j'allais passer des vacances là-bas, puis finalement j'ai rencontré par hasard un gars qui faisait du stop, qui était architecte et qui m'a dit si tu veux tu peux venir vivre chez moi, il y a de la place. J'ai vu que je pouvais passer mon bac là-bas, dans le lycée français de Berlin, et quand je rentrais le soir, à l'époque je rappelle qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait rien du tout, je voyais un gars qui avait un énorme sourire, qui était d'une énergie incroyable. Et puis j'avais pas l'habitude de voir des gens qui étaient aussi heureux. Et je me suis, à mesure qu'on avançait, qu'on cheminait ensemble, qu'on habitait ensemble, j'ai compris ce que c'était qu'un concours d'architecture, j'ai compris l'intérêt que ça pouvait avoir, et j'ai trouvé finalement mon métier de cette manière-là, en rencontrant des amis de cette personne qui s'appelle Hugues Roland et qui est toujours architecte en Corse. Et comme ça, peu à peu, j'ai trouvé mon chemin. Ensuite, j'ai commencé donc mes études en retournant en France, en allant à l'école d'architecture de Bretagne,
où j'ai commencé à comprendre un petit peu ce que c'était que l'architecture au travers de matières nobles, qui étaient le bois, le béton, le verre, sur ce projet de Patrick Berger. Je ne sais pas si vous connaissez l'école d'architecture de Rennes, mais c'est un très beau bâtiment. Donc ça a été un petit peu la rencontre qui a permis de m'accompagner vers ce que je suis un peu aujourd'hui. Le deuxième point fort, c'était, donc j'ai fait un projet par un échange Erasmus aux Pays-Bas. Et à l'occasion de cet échange, avec d'autres architectes étrangers, on a décidé de répondre à un concours européen et on a gagné le concours européen 7 du site de Barcelone. Donc le concours européen, en fait, je rencontre beaucoup d'étudiants et des fois j'ai l'impression, alors je ne rencontre pas les bons, mais j'ai l'impression que ça intéresse moins les étudiants, enfin je sais pas, qu'il y a moins de fougue. Mais les concours, c'est des vrais tremplins et c'est vraiment des moments où même si ça prend c'est des moments d'investissement où on peut exprimer son engagement et vraiment on peut expérimenter énormément de choses. Nous, ça a été un tremplin pour l'agence. Une fois qu'on a gagné ce concours, on n'est pas devenu riche pour autant tout de suite. Hein. De toute façon, dans cette profession, j'ai un peu un doute qu'on devienne. C'est pas l'objet, de toute façon. Donc, on a pu accéder à une commande un peu plus importante. Et à l'époque, on a accédé à un premier bâtiment, pas du tout en bois d'ailleurs, qu'on a construit, qui était 56 logements sociaux pour la Généralitat de Barcelone, donc l'institution qui gère la région Catalogne. Il y a eu la crise, donc ça c'était le deuxième temps fort, c'était gagner cet Europan où on a commencé à nous faire un peu confiance et on a vu qu'on était des travailleurs et que finalement cette profession, je pense que cette profession elle demande énormément de travail en amont et le fait de faire énormément de concours, on en a fait plusieurs, on n'a pas arrêté, on a fait des concours, on s'est planté, puis tu en gagnes un. C'est pas qu'il y a une fierté, mais surtout que tu te rends compte que peu à peu, le travail que tu as fait, c'est quelque chose qui commence à prendre sens pour certaines personnes. Et donc on a pu accéder à d'autres commandes doucement, peu à peu. Les gens sont intéressés à ce qu'on faisait. Puis il y a eu la crise en Espagne, donc on habitait Barcelone, j'ai habité une dizaine d'années. Il y a eu la crise, et là, quand il y a la crise, les portes se ferment un peu, c'est surtout pour les locaux. Donc on a émigré à Montpellier. Donc moi je suis un émigré de la crise espagnole, alsacien de naissance, et en étant passé par quelques endroits avant d'arriver ici. Et donc on a fait on n'avait pas de clients, on n'avait pas de réseau du tout, donc on a attaqué ce qu'on a la chance d'avoir en France, c'est des marchés publics, sans savoir vraiment où on allait. On avait pas vraiment de références non plus, ou quelques-unes à peine, mais on a réussi à convaincre au travers de dossiers sur lesquels on arrivait à faire porter une certaine attention de la part de maîtres d'ouvrage qui cherchaient un peu des choses différentes. Donc, je vous montrais tout à l'heure le premier projet qu'on a réalisé près de Narbonne. Chemin faisant, on a gagné d'autres concours. C'était toujours des MAPA, hein, je rappelle, si vous savez pas ce que c'est, parce que vous n'avez pas encore fait l'HMO, le MAPA, c'est des dossiers qui ne sont pas directement des concours, c'est des concours de candidature sur dossier où on exprime sa démarche avec des références, etc. Et on est choisi pour concevoir des projets qui sont normalement pas très grands, mais qui sont très intéressants. Enfin, de toute façon, vous y mettez l'intérêt que vous pourrez. Mais malgré tout, au bout de 3 concours qu'on avait gagnés, 3 projets de marché public, on n'arrivait toujours pas à vivre. Et donc, on a cherché là, on a commencé à faire du réseau, c'est-à-dire on s'est dit on va aller voir des archives, etc. Donc, je suis allé voir des architectes. Ça, c'était avant qu'on soit vraiment implanté à Montpellier, des architectes dans le 04. Et j'ai un frère qui est ingénieur commercial, il m'a expliqué une technique très simple, c'est tu vas voir une première personne, donc appeler la première personne pour dire coucou, j'existe, j'aimerais bien vous rencontrer, c'est toujours difficile. Mais il me dit c'est pas grave, je vais le faire. Donc il prend le téléphone, il appelle l'architecte des bâtiments de France de Digne, il lui raconte n'importe quoi, mais j'étais à côté en train de me dire. Et puis il chope un rendez-vous. Et il me dit maintenant tu y vas, et tu ne sors pas avant qu'il te donne 2 recommandations. Et j'ai fait ça, et c'est comme ça. J'ai pu rencontrer notre futur associé qui était Frédéric Nicolas, qui est un architecte qui était dans le Vaucluse, qui est aujourd'hui à la retraite.
qui a écrit pour sa thèse de diplôme le premier ouvrage sur la bioclimatique. Après un voyage qu'il a fait aux États-Unis, c'était dans les années 74, par là, je venais de naître, et qui a été vendu à 50 000 exemplaires sur le territoire et dans différents pays d'Europe. Donc c'était le troisième point fort, ça a été la rencontre avec Frédéric Nicolas et le fait qu'on ait pu monter une agence ensemble qui nous a fait confiance. Tout à coup, le fait de monter une agence avec une personne qui avait de l'expérience, ça nous permis d'avoir un book. Ce book nous a ouvert des portes vers des concours. Et aujourd'hui, on arrive, bon an, mal an, à vivre honorablement avec une quantité de références très intéressante qu'on vient enrichir par nos propres expériences. Voilà, ça c'était un peu les trois points forts. Je vais laisser la parole à Olivier. Tu vas commencer peut-être par ta présentation. Oui. Alors, donc, le deal avec Anne-Sophie, c'est 3 projets sur la construire en bois en région méditerranéenne. Alors, vous voyez le sujet tout de suite, hein, qui dit région méditerranéenne, dit climat un peu chaud, donc dit problématique de surchauffe d'été, hein, avec les contraintes de maintenant, d'aujourd'hui, c'est que l'été il commence au mois de mars et il finit au mois de novembre. Et c'est de tout ça qu'il faut commencer à tenir compte, dont on doit tenir compte dans ces conceptions, et pas juste les 2 mois d'été. J'entends encore des maîtres d'ouvrage d'école nous dire oh mais non, mais nous, production chauffe d'été, c'est pas un sujet, il n'y a pas de place en juillet et en août. Ça existe encore. Bon. Alors, j'ai fait dans l'ordre chronologique 3 projets un petit peu emblématiques des évolutions qu'on a pu connaître dans la construction bois et biosourcée. Donc, ça c'est un projet 2006, donc ça commence à faire un bail, hein, bientôt 20 ans. Et ce sont des logements sociaux. Je vais vous regarder, je vais regarder sur l'écran ici, parce que sinon c'est quand même pas joli, je tourne dos. Ce sont des logements sociaux, donc à Cannes-la-Boca, donc c'est juste à côté de Cannes. Alors, il faut dire qu'à Cannes, il y a le Martinez, tout ça, mais dans le Martinez, il y a des serveurs, des cuisiniers, des femmes de chambre, tous ces gens-là, ils habitent dans des logements sociaux, dans les coins de Cannes qui sont vraiment beaucoup moins sympas. C'est pas au bord de l'eau, c'est là, en l'occurrence, dans un vallon où le terrain était tellement pourri qu'on ne pouvait même pas envisager de construire ces logements en parpaing. Parce que c'est le premier réflexe d'un officier HLM à l'époque, hein, il y a 18 ans. Donc, voilà. Et c'était un terrain qui avait été remblayé et qui supportait tellement peu de pression qu'un bâtiment en dur, comme on disait à l'époque, était trop lourd. Donc ils ont eu l'idée de faire en bois. Et c'est comme ça qu'on a fait ce premier bâtiment, sur lequel on a commencé à utiliser un certain nombre de systèmes, de principes constructifs pour justement lutter contre les surchauffes d'été et, alors avec comme j'ai dit, l'été au sens très large, sans recourir à la climatisation, bien entendu. Donc ça a été, à cette époque-là, c'était le début aussi de ce qu'on appelle maintenant les parois perspirantes. Je ne sais pas si tous vous êtes bien au courant de ce dont il s'agit. En gros, ce sont des parois dans lesquelles les flux de vapeur d'eau peuvent traverser la paroi de manière très facile. Donc je ne rentre pas dans le détail, hein, on ne fait pas un cours choisi sur ce sujet, hein, mais c'est très important, c'est la manière dont on organise les matériaux dans la paroi pour que si de la vapeur d'eau pénètre dans la paroi, elle puisse en sortir plus vite qu'elle est rentrée, grosso modo. Tout ça, c'est pour éviter de mettre les pare-vapeurs en film plastique super étanche qui font que vous finissez par habiter dans un sac en plastique. Donc, on a aussi commencé les isolants, on va dire, biosourcés.
Là, en l'occurrence, il s'agit de ouate de cellulose. Donc, la ouate de cellulose qui est du papier journal recyclé, le papier journal étant fabriqué avec du bois. C'était le début des alternatives aux matériaux conventionnels qui étaient le polystyrène ou la laine de verre. Donc là, on avait choisi une technique où la ouate de cellulose est projetée en étant un peu humidifiée, de manière à aller dans tous les petits recoins de la construction. Bon, là, on était avec des parois de surface rectangulaire, mais quand vous avez des trapèzes, des verres de fantaisie, c'est un peu compliqué avec les matériaux en tableau. Donc cette solution est particulièrement bien adaptée. Et surtout, on a adopté un certain nombre de dispositions pour éviter l'ensoleillement direct pendant les périodes d'été. Et donc, sur cette façade, vous pouvez voir, alors les logements, on a un logement ici, un autre ici, un autre ici. Donc, on a un grand séjour au rez-de-chaussée, très largement vitré, mais dont les vitrages sont protégés par simplement un storban qui se déroule quand on en a besoin, qui en plus donne le lit, qui permet de s'abriter quand on veut manger dehors l'été. Et puis surtout, on a ces joues ici qui permettent de préserver l'intimité d'un logement à l'autre, mais aussi de faire brise-soleil tôt le matin et tard le soir. Donc vraiment limiter au maximum l'ensoleillement. Et puis à l'étage, on a utilisé des systèmes de volets persiennés coulissants qui permettent d'occulter, voilà, on peut les ouvrir comme on veut ou complètement. Voilà. Et puis, au-dessus sur la toiture, on a fait ici le faux plafond, isolation en ouate de cellulose, et puis là on a fait un grand comble on a cherché à ventiler le plus possible. Donc en inclinant légèrement la toiture, alors elle ne fait pas des redans comme ça, c'était pour arriver à tout mettre dans la page, j'ai tout saucissonné le truc. Mais vous voyez, donc on a fait ce qu'on a appelé des ventelles ici, inclinées de manière à ce qu'au nord, l'air frais puisse facilement s'engouffrer, venir dans le comble, et puis, par tirage thermique, ressortir avec des ventelles, cette fois-ci inclinées, de manière à ce que l'air chaud qui a tendance à monter puisse s'échapper. Et on a fait ces systèmes de ventelles avec les chutes des... La suivante. Voilà, on avait nos panneaux de parement extérieurs en éternite colorée, je crois, un truc de Goula, des panneaux qui faisaient 1,20 m de large, mais la trame du bâtiment était sur 1 mètre. Donc à chaque plaque, on avait une chute de 20 cm. Et là, on a recyclé toutes nos chutes. Ici en haut, vous voyez la prise d'air, et puis tout à l'heure sur la façade sud, on voyait la sortie. Et ça s'est avéré hyper efficace. La conjonction de ces différents systèmes, ouate de cellulose qui donnait déjà un certain déphasage, même si on n'était pas du tout épais, hein, on était à 100, je crois 120, 145 mm d'isolant. De nos jours, on en est beaucoup plus. Hein. Donc, la ouate de cellulose, les dispositifs d'occultation. Alors là, on est façade nord, vous voyez qu'on a aussi un dispositif d'occultation, parce qu'au mois de juin, le soleil se lève à l'est-nord-est, puis il se couche à l'ouest-nord-ouest. C'est-à-dire que dès 5h30 du matin, sur les façades nord, vous avez du soleil jusqu'à 7h30, 8h, et qui vient surchauffer. Si vous n'avez pas prévu une occultation façade nord, eh bien, vous vous retrouvez en surchauffe. Donc, vraiment, il faut être très attentif à ça. Donc ça, c'était mon premier pas en termes de, on va dire, de construction biosourcée. Je vous présente là un deuxième projet. Ce bâtiment, c'est
c'est la salle de spectacle de Mazan. Mazan, donc, est une commune rurale qui est située au pied du Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, il est ici. Et sur le Mont Ventoux, ben, on a une forêt qui est une forêt publique qui appartient aux communes du massif, hein, donc, notamment Bédouin, Beaumont du Ventoux, et puis il y en a d'autres. Et donc le bois de ces forêts que vous voyez ici, hein, donc on a plusieurs essences, mais la principale c'est ce qu'on appelle le pin noir d'Autriche. C'est une essence qui a été utilisée pour reboiser le Mont Ventoux à la fin du 19e siècle. Il faut imaginer que dans les années 1850, sur le Mont Ventoux, il n'y avait plus aucun arbre. Quand je dis plus aucun arbre, c'est plus aucun arbre. Hein. On a retrouvé des photos. Parce que la déforestation, là comme ailleurs, hein, ça a été vrai sur le Larzac, au début du XIXe siècle, le Larzac était couvert d'une forêt. On a eu une période où le bois a été utilisé pour tout. Il était utilisé pour chauffer, bien sûr, il était utilisé pour construire, mais il était aussi utilisé pour une activité très très consommatrice qui était tout ce qui est étaiement des galeries de mines. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de l'extraction du charbon, du minerai de fer, de la bauxite, enfin tous ces trucs-là. On faisait des galeries, et toutes ces galeries, il fallait les étayer, et elles étaient étayées avec du bois. Et là, il en fallait des quantités invraisemblables. La marine était en bois, les emballages étaient en bois, les chemins de fer qui ont commencé à se développer par des centaines de milliers de kilomètres, avec des traverses en chaîne. Il y avait beaucoup plus de lignes de chemin de fer que maintenant. Hein, on en retrouve un peu partout. Et chaque fois, on voit qu'on a des traverses tous les 60 cm. Donc, bref, tout ça, ça consommait énormément de bois au point de déforester un certain nombre de massifs, de Bézinc aussi. Voilà. Et avec ça, ça a commencé le désastre du ruissellement sur les montagnes, qui faisait des éboulements de terrain, qui venaient raser des hameaux, toutes sortes de catastrophes. Et donc il a fallu replanter. Et on a replanté à l'époque avec des essences adaptées au sol et susceptibles de pousser rapidement. Et parmi celles-ci, en tout cas dans le Ventoux, on avait le pin noir d'Autriche. Qui n'arrivait pas d'Autriche, hein, mais on a eu aussi le cèdre de l'Atlas, hein, qui n'est pas de l'Atlas, mais dont les graines à l'origine venaient de l'Atlas. Et là, les graines à l'origine venaient d'Autriche. Donc, ils sont des arbres très longs, intéressants pour la charpente, parce que les premières branches vertes sont très très hauts. Donc, ça veut dire que sur toute la partie basse du tronc, vous n'avez quasiment pas de nœuds. Et qui dit pas de nœud dit qualité mécanique du bois. Hein. Chaque nœud vient altérer un petit peu la performance mécanique. Donc c'est très intéressant. La difficulté de ces bois, c'est qu'ils sont de tout petit diamètre. Et donc quand vous avez pris 3 poutres là-dedans, ça y est, vous pouvez passer à une autre bille de bois. Mais c'est ce qu'on avait sur cette montagne. Et notre volonté, ça a été dans ce projet d'utiliser vraiment le bois de la montagne, parce que depuis 70 ans, à Tarascon, on a une papeterie qui consomme ce bois, et qui consomme ce bois dans des quantités invraisemblables. Dans cette papeterie ici, là, tous les jours sont consommées 3600 tonnes de bois. 3600 tonnes, c'est entre 4500 et 5000 mètres cubes, suivant comment le bois est humide, hein, et donc il faut faire la conversion entre masse et volume. Et on considère que dans cette forêt, on le voit ici, ces bois, certes, ils ne sont pas très gros, mais ils ont toutes les autres qualités pour pouvoir faire de la charpente. Et on s'est dit, il faut réhabiliter l'utilisation de ce bois pour la construction, et non pas que tout parte au papier, pour une raison bien particulière, c'est que
vendus pour le papier, ces bois sur pied, ils étaient achetés 5 € du mètre cube, alors que pour en faire de la construction, on les a achetés 25 € du mètre cube, 5 fois plus. Et c'est important d'acheter le bois cher parce que ça amène un flux financier dans la forêt qui va permettre d'entretenir cette forêt, de faire des pistes forestières, de replanter, de faire des aménagements, enfin, etc., etc. Avec le papier, on a vraiment plutôt une exploitation outrancière de la ressource dans des volumes colossaux, alors que on considère qu'au moins 15% des bois de cette forêt peuvent être utilisés en construction sans aucun problème, c'est-à-dire le problème de conformation, etc. 15% je reviens à mes 3600 tonnes par jour de tout à l'heure, 15% ça fait entre 800 et 1000 mètres cubes. 800 et 1000 mètres cubes, là pour faire le bâtiment dont je vous parle, que vous avez vu tout à l'heure, vous allez revoir, on a consommé 913 mètres cubes. C'est-à-dire que tous les jours, à Tarascon, on consomme dans le papier une quantité de bois de construction qui pourrait permettre de reconstruire ce bâtiment-là. Donc on va en faire 365 par an, parce que c'est des usines qui font 365 jours par an. Donc c'est un vrai sujet d'économie forestière et donc environnementale, parce que je passe sur ce qu'on appelle les externalités positives, hein, tous les bénéfices qu'on peut trouver à cette exploitation raisonnée de la forêt. Donc quand on a fait ça, ça a été une opération pilote où il a fallu que s'impliquent dans le projet tous les acteurs qui allaient devoir y intervenir. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est vrai dans ce projet, mais je pense que c'est vrai dans tous les projets. Pour obtenir un résultat performant, alors après, performant par rapport à quels critères, on peut en discuter, mais quand on se fixe des critères de base et qu'on cherche avec une équipe à atteindre ces résultats, il est essentiel qu'il y ait une cohésion d'équipe, une compréhension entre les uns et les autres, une coopération entre les différents acteurs pour aboutir. Je ne sais pas ce qu'on ira Hervé, mais voilà. Et donc, sur cette photo qu'on voyait juste avant, en forêt, on a retrouvé tous les intervenants, depuis les bûcherons, voilà, qui venaient de Slovénie, hein, parce que dans le Ventoux, il n'y a plus de bûcherons, on ramasse le bois avec des machines, et là, c'est pas ce qu'on voulait. Vous avez les gens de l'ONF, vous avez là le gars qui transporte le bois, hein, c'est le débardeur. Vous avez le scieur ici, vous avez le charpentier, ça c'est l'élu de la mairie chargé des travaux, encore l'ONF, le directeur des services techniques, et les ingénieurs de mon bureau à l'époque. Voilà. L'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc tout le monde était là. Donc, vous me direz, et l'archi, il est où? Ben là, l'archi, il est l'appareil photo. J'ai dit on avait des bois fins et de petits diamètres, ben on a conçu une charpente faite pour utiliser des bois fins et de petites sections, mais longs, et avec aussi des bois plus courts. Hein, donc les systèmes en treillis sont très très adaptés pour la valorisation des bois, des arbres de diamètre modeste, on va dire. Alors quand je dis diamètre modeste, c'est entre 25 et 40 cm de diamètre. Alors ce bâtiment, il a une autre particularité, c'est qu'il est isolé avec des bottes de paille. Donc, vous avez ici un extrait de coupe transversale sur la grande salle de spectacle, et ce que vous voyez ici en jaune, ce sont les bottes de paille qui ont permis d'isoler la toiture et puis les parois verticales. On repère ici nos portiques en treillis, que vous avez vu juste avant. Qui nous ont permis sur lesquels on est venu rapporter le paravent intérieur ici, dont je vous reparlerai tout à l'heure,
qui a sa raison d'être pour l'acoustique du projet, et permettre de passer tous les tuyaux divers et variés dont on a besoin pour renouveler l'air dans une salle qui peut accueillir 1000 personnes et qui est une salle de spectacle. Hein, donc vous avez aussi bien des concerts de rock que de la musique classique, etc. Donc on peut monter à des températures très élevées, enfin avoir besoin de renouvellement très important, des gros tuyaux. Et puis un plénum aussi qui est très très bon pour l'acoustique. Et puis cette paroi, elle est protégée à l'extérieur par ce bardage que vous voyez ici, qui a comme fonction essentiellement d'empêcher les façades d'être surchauffées. Hein, on est ici justement dans le sud de la France, Méditerranée, et la première disposition pour limiter les apports de chaleur, c'est d'empêcher le flux thermique d'arriver jusqu'aux parois. Donc on l'a fait pour les 4 parois verticales. Alors on ne l'a pas fait pour la toiture sur ce projet-là, parce que on fait toujours des choix avec le budget qu'on avait, mais on savait qu'on avait quand même une grosse épaisseur de blocs de paille. Et j'ai fait d'autres projets où on a aussi rapporté ce qu'on appelle une surtoiture en planche, simplement pour empêcher le rayonnement solaire d'arriver directement jusqu'à la toiture. Et comme ça, vous gagnez déjà 5-10 degrés facilement. Hein. Sur les toits, en Provence, ici, l'été, vous avez 70 à 75 degrés. Alors si vous voulez garder 25 degrés en dessous, vous avez un delta de 50 degrés. C'est colossal. Alors que les parois, elles montent rarement au-dessus de 40 degrés. Pourquoi? Pas parce que le soleil va tourner, qu'au lieu d'être comme le toit exposé toute la journée, les parois elles sont exposées à chacune le quart de temps. Donc tout ça, ce sont des systèmes très très simples. Hein. Voilà. Donc les bottes de paille, c'est comme on les trouve dans les champs après les moissons. Hein, la moissonneuse batteuse passe, et puis elle bottelle la paille, et ça permet de faire des bottes qu'on va utiliser telles quelles à l'intérieur de la construction. Alors cette construction, depuis cette époque-là, elle est couverte par ce qu'on appelle des règles professionnelles, c'est-à-dire que c'est bien considéré comme une technique courante, donc pour lesquelles on n'a pas besoin de recourir à des procédures particulières comme les ATEX, dont vous avez peut-être entendu parler, appréciation technique expérimentale, ou ce genre de choses, ou avis de chantier, etc. Pourquoi? Parce que ces règles professionnelles, donc là c'était la 2e édition, c'était la 3e, sont reconnues par l'agence qualité construction, par la commission prévention produits, et du coup nous permettre d'utiliser la paille comme isolant et comme support d'enduit sans autre formalité. Donc on avait dressé notre charpente ici, on a disposé les caissons de toiture pour se mettre à l'ombre, tout simplement. Hein. On était au mois de juillet à ce moment-là, surtout pour les gens qui travaillaient sur le chantier. Donc on a disposé tout de suite la toiture, et ça s'anticipe à la conception, hein, pour tous les détails de raccord entre façade, toiture, etc. Mais c'est tout à fait possible, de manière ensuite à pouvoir travailler ici au sol. Là, ce sont les caissons qui vont être utilisés pour habiller les 4 murs du bâtiment. Caissons qui arrivent de chez le charpentier, préfabriqués et avec déjà la paille à l'intérieur. Mais au moment où on est sur le chantier, on ne peut pas laisser la paille apparente comme ça. C'est beaucoup trop dangereux du point de vue de la sécurité incendie. Il suffit d'une maladresse avec un briquet, d'un plombier qui fait une brasure au bon endroit, ou éventuellement même de malveillance. Hein. Et puis il faut aussi la protéger de la pluie. Et donc, pour cela, on projette directement sur la paille une couche de plâtre, une couche de 2 cm de plâtre, d'enduit, qu'on appelle le renformis, qui a le plâtre qui est un matériau superbe, qui a beaucoup d'avantages,
D'une part parce qu'ils sèchent très vite, donc les panneaux ici, 4 heures après avoir été recouverts, on peut les manipuler. Alors si vous faites ça avec de la chaux ou d'autres techniques ou de la terre, il faut attendre des jours et des jours. Et puis le plâtre ne fait pas de retrait, donc il n'y a pas de fissuration. Donc très vite, on se met à l'abri du problème de l'incendie et on protège bien notre paille. Et il y avait une raison supplémentaire à le faire, c'est que sur la commune de Mazan se trouve une carrière de gypse, ici à ciel ouvert, qui est même la plus grande d'Europe, avec une usine à l'époque de Lafarge, qui est on distingue vraiment ici, qui est maintenant c'est Signac, qui sont capables de produire du plâtre qu'on peut utiliser en extérieur. Hein. On a souvent aussi cette idée préconçue qu'on peut utiliser le plâtre qu'à l'intérieur. C'est vrai que c'est parce que c'est ce qu'on trouve le plus couramment dans les constructions, mais c'est simplement, on peut tout à fait produire un plâtre qui tient en extérieur en conduisant ce qu'on appelle la courbe de chauffe, hein, parce que le plâtre, c'est jamais que du gypse qui est chauffé. Et donc, ce n'est pas les mêmes températures, pas les mêmes temporalités. Alors, on a une courbe de chauffe adaptée pour que le gypse se transforme de manière à ce qu'ensuite il soit stable en extérieur quand il est soumis à la pluie et tout ça. Donc, le plâtre, voilà. Ça s'accélère tout seul. Donc, une fois qu'on a mis le plâtre, on met des panneaux sur les parois. Je vais essayer d'aller plus vite que lui. Et puis donc on se retrouve avec notre halle terminée. Là. Le plâtre est à l'extérieur. Le plâtre est à l'extérieur, on va le voir juste après. Ça nous a permis, ensuite on a pu couler la dalle au sol une fois à l'abri, parce qu'au mois de juillet, couler une dalle en plein cagnard, c'est terrible pour les fissurations. Donc là, les gars, ils ont pu couler fin de journée, à l'ombre, et puis que ça tire dans la nuit, sans aucun problème. Ensuite, on a utilisé une autre essence, c'est le cèdre de l'Atlas, dont on s'est servi pour faire notre bardage extérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, après avoir passé sur place une deuxième couche d'enduit, plâtre toujours, cette fois-ci teinté avec des pigments, à nouveau 2 cm, pour avoir une finition bien unie, et donc protégée par le bardage. À la fin, ça nous donne ça. Donc, juste à la fin du chantier, ça avait cette allure-là. Et on était en 2012, je crois. Là, c'était déjà après 3 ans d'exposition. On est maintenant à 12 ans après. Ça a frisé un peu plus, mais ça a gardé vraiment un aspect très très homogène, on va dire. Et enfin, on a utilisé une 3e essence qu'on trouve sur le Ventoux, qui sont des pains à crochet. Alors, c'était le gars de l'ONF, il a dit, je ne sais pas si vous arriverez à en faire grand-chose, mais ça me fait mal au cœur d'envoyer ce bois au papier, parce que quand on le scie, il a un aspect moiré, et puis surtout une odeur fantastique, mais on ne sait pas trop comment l'utiliser, parce que voilà, on voit que ce sont des bois très courts, des petits diamètres. Alors, le seul truc qui va être bien, c'est que les premières branches vertes sont assez hauts, donc peu de nœuds. Et donc, on les a utilisés à l'intérieur, en parement intérieur. Les meilleures planches, on les a utilisées sur le plafond du hall d'accueil. Et puis, toutes les autres, on les a utilisées pour faire le parement intérieur de la grande salle, ici. En profiter pour se servir des défauts de ce bois, hein, qui peut être nerveux, se tordre et tout ça. Et obtenir une acoustique excellente. D'abord parce que les parois ne sont pas parallèles, vous voyez ici et ici. Vous voyez le plafond, on distingue très peu, mais il est à 2 plans quand même. Alors qu'on a une dalle au sol, une dalle béton parfaitement horizontale. Mais le premier truc pour faire de la correction acoustique, c'est d'éviter les surfaces parallèles et puis de faire de la réflexion. Et là, le son, il vient se réfléchir sur les éléments de bardage qui sont, voilà, qu'on a usinés, non pas avec une section rectangulaire, mais avec une section trapézoïdale. On a commencé par faire des rectangles, puis on les a refondus en 2.
On en a fait 3 sortes différentes pour avoir des angles différents. Et vous voyez, vous avez failli voir, voilà, un peu l'aspect que ça donne. Et ça permet donc que le son soit reflété de manière assez aléatoire, et tout en utilisant vraiment ce bois tout venant. Donc comment transformer un défaut en qualité, hein, dit autrement. Donc ce bâtiment, voilà, ça c'était il y a 15 jours, au crépuscule, avec une mise en lumière qui le met vraiment en valeur. Dernier projet, je vais aussi vite que possible, que certains ici connaissent déjà, mais peut-être pas tous. C'est le Naturoptère. Donc, alors, je ne sais pas citer les archives, hein, mais sur toutes les diapos, ils sont marqués. Hein, je n'ai pas cité les premiers, mais là, je citerai Yves Perret et Dominique Fary, parce que j'y pense maintenant. C'est à Sérignan-du-Comtat et c'est un bâtiment, c'est un centre pédagogique qui tourne autour de l'entomologie, c'est-à-dire la science de tous les insectes et petites bestioles de ce genre-là. Et donc, c'est un bâtiment qui, donc, intermédiaire en termes de temporalité entre les logements qu'on a vus au début et puis la salle de Mazan, puisque c'est de 2009, et où là, on a vraiment une grande mixité de matériaux avec du béton, du bois, et puis de la terre. Alors, ça, c'est une vue aérienne du bâtiment. Il a une particularité, c'est que le terrain avait une forte déclivité dans ce sens-là, hein, il descendait comme ça. C'est-à-dire que depuis la route qui traverse le village de Sérignan, on peut accéder au bâtiment par ce cheminement-là qui arrive sur le toit du bâtiment, qu'on traverse ici. Et puis on vient descendre par cet escalier ou par un ascenseur ici. Et l'entrée que vous avez vue juste avant est située ici. Ici, on a des locaux administratifs. Et puis là, on a des salles pédagogiques avec des paillasses, des microscopes, etc. Et puis là, une petite salle de conférence. Et là, derrière, toute une salle d'exposition. Donc ici, regardez surtout la manière de protéger les façades. Donc, sur ces façades, on a séparé la fonction d'éclairement de la fonction de ventilation. Donc ici, vous avez des vitrages fixes. Là derrière, vous avez des ouvrants avec des éventails. Et des grands débords de toiture qui permettent de protéger le bois. Là aussi, c'était, je ne sais plus combien, 3-4 ans après la réception du bâtiment. Particularité, les toitures végétalisées, là aussi, hein, c'est une manière de se protéger de l'ensoleillement direct, hein, de freiner la vague de chaleur, et des grands débords de toiture aussi, pour la période estivale. Je ne résiste pas à vous montrer les dessins de Yves Perret, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment un pur bonheur de voir comment on peut faire des plans. Alors, il le dit lui-même, là, fond numérique et main qui tremble pour faire ces dessins. Les façades et surtout là le fonctionnement bioclimatique. Donc on est à Sérignan-du-Comtat, c'est à côté d'Orange, hein, donc c'est région de Mistral, fort Mistral, le nord est ici, et donc on voit comment le bâtiment il est fait pour faire le dos rond, hein, par rapport au Mistral qui arrive et qui va s'échapper là-haut. Et puis ici donc une partie, on va voir très vite, de la salle d'exposition, qui est comme une grotte, un petit peu comme l'intérieur du ventre d'une baleine. Et puis là, les circulations, et là, les salles de classe, avec la possibilité l'hiver que le soleil vienne jusqu'au fond des salles de classe, alors que l'été, évidemment, le soleil sera. Donc, voilà la partie arrière. Donc là aussi, avec des vitres qui sont protégées de l'ensoleillement direct. Donc ici, vous voyez la coupe avec tous les détails qui vont bien.
et qu'on va retrouver à l'intérieur, donc cette structure, donc, qui est toute cette charpente, ces façades inclinées à l'arrière. Et là, c'est une partie de l'expo qui montre les matériaux utilisés pour faire ce bâtiment, le bois, le béton et la terre. Et donc, cette terre, on va la retrouver sur une paroi, pas du tout, qui est ici, hein, qui n'est pas de la terre, qui est du béton de chanvre. Donc, on aurait pu penser que ça aurait pu être du pisé, mais en fait c'était du béton de chanvre. Et donc vous voyez la charpente, une charpente très densifiée, hein, pour donner cette impression de ventre de baleine. Voilà ce que ça donne quand c'est occupé par les expos. Je ne sais plus comment se termine. Voilà. Et dans ce projet, un certain nombre de détails très symptomatiques aussi de l'architecture d'Yves Perret et de Dominique. Ici, par exemple, les lave-mains, avec juste une grande pierre ici. Les robinets, c'est ça, qui fonctionne avec une petite pédale. Et puis l'eau, elle s'écoule directement dans un petit jardin. Et là, on est à l'intérieur du bâtiment. Vous voyez, les façades sont là-bas derrière. Ou alors, les plafonds qui ont été réalisés en remplissant tout l'espace ici. C'est des murs en béton. On remplit tout l'espace de gravier, de terre et de gravier, tout le temps, enfin, qu'on vient déverser. Et puis on coule la dalle de plafond là-dessus. Puis ensuite on vide toute la terre et il reste des graviers, du sable, etc. On est bien sur le plafond de cette salle ici. Correction acoustique super aussi. Et voilà, c'est un système extrêmement simple. Pour finir, le mur en béton, en béton de chanvre, oui, exactement. Donc qui fait l'interface entre les salles de cours et les circulations, et qui a aussi amené de l'inertie thermique. Et le voilà occupé. On le retrouve ici. Bon, j'avais plein d'autres choses à vous montrer sur les diapos, mais je n'ai plus le temps. Voilà, je vous remercie. Et désolé pour le temps. Si jamais il y a une question déjà pour Olivier, on peut la prendre. Moi j'en avais une parce que les deux bâtiments qu'elle a présentés, les deux premiers, c'est des bâtiments dans lesquels on voit peu de dispositifs pour avoir de l'inertie dans le bâtiment. Et du coup, je voulais savoir si c'était, t'en as parlé dans le troisième avec l'apport de béton de chanvre. Est-ce que c'était parce que c'était pas encore le sujet? Est-ce que c'était des choix parce qu'en fait, juste pour résumer les stratégies qu'il a données, qui sont les stratégies de se protéger du rayonnement direct, avec enfin, ça c'est vraiment des choses auxquelles on revient, parce que notamment le double toit ventilé, je précise, parce que si c'est pas ventilé, ça marche pas. Juste un petit rappel pour les étudiants. Et donc, est-ce que la question de l'inertie, c'est quelque chose que vous aviez réfléchi ou pas Alors, comme c'était l'idée là, c'était de montrer un peu au fil du temps comment se sont faites les choses. En fait, au moment où le premier logement que je vous ai montré, on avait déjà eu le sentiment de faire un pas immense en laissant tomber le polystyrène et la laine minérale qui nous apporte absolument aucune inertie et remplacé par la ouate où on avait pensé que déjà ce serait largement suffisant. Après, les choses sont venues, on a fait les réglages au fur et à mesure qu'on construisait. Quand je dis on, l'ensemble des gens qui font de l'éco-construction. Parce que c'est le problème dans notre bâtiment, c'est qu'on ne sait pas faire des prototypes, parce que dans un prototype, on ne peut pas vivre des gens. Donc on fait des bâtiments, on a fait des choix, et puis on voit le temps, comment ça se passe dedans, et puis on constate si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ce qu'on a pu constater sur ces logements, c'est que personne n'est jamais venu demander une clim. Alors que la direction de l'office HLM nous disait, oh là là, ça va être la cata, tout le monde va venir nous demander la clim, voilà. Et en fait, non, pas du tout. C'est pas passé comme ça du tout.
Donc, sur le deuxième, sur la salle des fêtes de Mazan, c'est plus du tout le sujet, c'est pas le même type d'occupation. La salle des fêtes de Mazan, comme toutes les salles des fêtes, elle est vide 90% du temps. Elle est occupée les soirs, pendant 2 heures, les week-ends, pendant les concerts, les balles et les mariages. De toute façon, tu as tellement de monde que tu ne peux pas espérer réguler avec juste des stratégies passives. Il faut forcément ventiler fort. Donc, voilà, c'est pas ce sujet. Donc, la réponse, c'est ça. On a appris en marchant. Oui, mais je dirais même qu'on apprend en marchant, et puis en même temps, on a des choses. L'évolution des choses remet en question des stratégies qui ont par exemple été pensées dans les années 70 sur les murs trompes, sur la nécessité de capter du soleil. Aujourd'hui, on est dans une bioclimatique qui, pour la captation du soleil, qui va beaucoup moins travailler sur la captation du soleil, même en hiver, parce que même en hiver, avec des murs trompes, dans certaines régions qui peuvent être à 1500 mètres, on a des surchauffes. Donc pourquoi on n'avait pas de surchauffe à l'époque? C'est qu'on n'avait pas d'isolation, on avait des murs et des habitats qui étaient des passoires. Du coup, on avait besoin de chauffer énormément. Aujourd'hui, on est assez bon sur l'isolation, on est assez bon sur l'étanchéité. Donc, avoir des murs trompes et capter de l'énergie solaire, assez rapidement, ça devient de la surchauffe, même en hiver. Et c'est ce qu'on observe encore sur des projets contemporains aujourd'hui. Donc, on est peut-être plus sur une bioclimatique qui va chercher à se protéger, plus qu'une bioclimatique qui va chercher à capter de l'énergie solaire ou de l'énergie en général. C'est-à-dire qu'on arrive à conserver correctement l'énergie qui entre dans les maisons. Et on est plus sur une approche de protection et peut-être avec des stratégies qu'on verra, que je vais vous montrer un petit peu maintenant. Moi, en fait, l'idée, c'était de reprendre un peu les bases, parce que juste avec de la bioclimatique et avec des produits bois, parce que des fois, j'ai des personnes qui viennent avec des CV et disent « Oh, j'ai déjà fait de la terre crue ». En fait, être archiste, pour moi, c'est au-delà de ça, ça fait partie des choses. Donc, mais d'abord, il y a les questions d'usage. Donc les questions d'usage, c'est d'abord les qualités du plan, c'est répondre à des programmes en y mettant du sens et en réfléchissant à ce qu'on est en train de faire aussi sur le long terme, c'est-à-dire l'adaptabilité des espaces dans le temps, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, c'est des bureaux, demain, c'est une salle de danse, après-demain, c'est un habitat. Donc ça, c'est une réflexion sur la structure, finalement. C'est essayer d'arriver à faire des bâtiments dont la structure et en quelque sorte permettre une réversibilité programmatique. Et puis ensuite, l'économie des moyens au service des usages, c'est rendre possible par exemple la mutualisation. Un espace peut être, alors c'est pas toujours évident, parce que c'est vite dit, mais après on n'y arrive pas toujours. Un espace, ça peut être différentes choses, selon la temporalité. Dans une école, on peut avoir un espace qui est lié à la motricité, puis si on arrive bien et si on comprend bien les choses qui le permettront en termes d'organisation, en termes d'hygiène, en termes de contrôle d'accès, en termes de... Eh bien, ça peut devenir aussi une petite salle des fêtes d'un village. Et donc mais ça, c'est vraiment pas évident non plus. Et ça, c'est possible de le faire à partir du moment où on a une compréhension un peu globale des enjeux pour mutualiser, par exemple, un espace. Donc, dans le... Là, je vous montre juste un plan, mais on ne voit rien du tout, donc ça n'a pas trop de sens. Mais là, c'était un peu parler de composition et de clarté du plan, de façon à ce que on puisse imaginer autre chose que simplement une école. Là, on est sur une école à les Avignon qu'on est en train de construire, une école qui est BDM Or. Et donc, on a un bâtiment qui est l'école élémentaire ici, qui est protégé du nord, qui protège du Mistral, la cour intérieure. On a une aile maternelle qui regarde vers le sud, donc les salles de classe on regarde toujours vers le sud avec des auvents qu'on trouve ici. Une salle de sieste qui est beaucoup plus sombre et qui peut être localisée au nord. Une entrée qui est avec un avant-cour qui permet aux parents de venir amener leurs gamins et puis finalement de se rencontrer. Enfin, moi je crois que dans une dimension, je crois à l'architecture dans une dimension qui est très sociale, où je pense qu'on crée des lieux qui sont chouettes, juste pas pour se taper sur l'épaule et dire tu vois c'est beau, mais c'est avant tout des lieux où l'interaction doit être possible simplement et on doit promouvoir l'interaction.
Alors ensuite, il y a d'autres... voilà, il y a l'approche bioclimatique du bâti. Donc c'est l'approche bioclimatique du bâti, je le rappelle, donc si ça a déjà été expliqué par Olivier, c'est éviter de devoir intégrer un nombre d'installations superflues dans un bâtiment et faire que le bâtiment, un peu comme un voilier, on le conçoit et on le pilote de manière à ce qu'il puisse vivre tout seul, par une protection solaire, des humains qui participent de protéger quand il faut, et puis des choses qui fonctionnent par soi-même et simplement, en se protégeant des aléas climatiques, été comme hiver, en régulant les différences de température jour-nuit, et là on parlera d'inertie. Tout ça, c'est dans un objectif, on va dire, qui est de consommer moins d'énergie, mais pas que. Finalement, ça définit aussi notre rapport à la voûte céleste, notre rapport au monde, et puis par rapport au contexte, que d'arriver à intégrer dans une composition ces facteurs-là. Donc là, on a des schémas. Voilà, je vous montre un peu des schémas. En fait, chaque concours qu'on fait à l'agence, chaque projet, c'est le lieu d'une réflexion sur... Une réflexion sur finalement la bioclimatique, la ventilation nocturne. Donc la ventilation nocturne en été, en quoi ça consiste? Ça consiste à rafraîchir le bâtiment en amenant de l'air frais à l'intérieur. Cet air frais, il faut le stocker quelque part. Donc si vous habitez dans une bulle en plastique et il n'y a absolument aucune inertie, ça ne sert à rien. Par contre, si il y a de l'inertie, donc ça peut être du béton, ça peut être de la terre crue, ça peut être du plâtre, ça peut être aussi des masses de bois, c'est aussi possible, ça participe du moins. Ça va permettre d'emmagasiner l'air frais le soir, puis ensuite on referme le bâtiment la journée et on profite de cette fraîcheur de la nuit tout au long de la journée. Donc faire ces schémas et réfléchir en ces termes-là en début de projet, en début de réflexion, ça va orienter le bâti non pas vers une jolie meringue, mais vers quelque chose qui aura du sens du point de vue climatique, du point de vue du confort en hiver, mais aussi surtout du confort en été. Donc on a tous les projets qu'on réalise à l'agence, c'est cette écriture un peu spécifique qu'on retrouve dans notre agence, mais qu'on retrouve dans beaucoup d'agences qui travaillent un peu selon la même démarche. C'est une écriture qui est liée à ce rapport à la bioclimatique, ce rapport à comment ventiler, comment se protéger du soleil, etc. etc. Et c'est ça qui définit, mais pas que, mais en grande partie, notre écriture. Ensuite, il y a la question des matériaux biosourcés. Donc, Olivier en a un peu parlé, il y a énormément de choses. En fait, les matériaux biosourcés, c'est surtout les matériaux combustibles. Oui, combustibles aussi, mais compostables, pardon. Donc, en fait, il y a tout ce qui est les isolants, les isolants à base de papier, les isolants à base de paille, les isolants à base de balles de riz. Il y a énormément de choses qui peuvent servir à isoler un bâtiment. Puis ensuite, évidemment, comme matériau un peu assez noble, le matériau le plus noble qui est le matériau bois qu'on peut mettre en valeur. Les isolants, en principe, on les voit très peu, mais qu'on peut mettre en valeur et qui peuvent faire acte d'architecture ou participer de l'acte d'architecture. Et tout ça, évidemment, au sein de circuits courts. Donc si vous construisez en bois ou en terre, mais la terre, elle vient de Perpète et Schnock, ça n'a peut-être pas trop de sens, donc plutôt de construire en béton que construire en terre qui vient, ou en bois qui vient de très loin. Donc tout ça, ça fait un peu la qualité, la qualité de l'engagement que vous allez mettre aussi dans votre projet. Les réseaux d'acteurs locaux sont là pour justement montrer et aider à faire que ce qu'on fait, ça a du sens au niveau local. Là, tout à l'heure, Olivier parlait de l'importance de mettre des acteurs locaux ensemble. Un projet, c'est clairement pas qu'un dessin d'architecte, c'est un dessin d'architecte un peu comme le travail d'un chef d'orchestre. Mais si on n'a pas le réseau autour qui va avoir la bonne énergie pour vous accompagner et développer des choses que vous aurez pensées tout seul dans votre coin, ça ne va pas aller très loin non plus. Donc c'est très important de se relier localement aux acteurs qui sont là et qui ont des savoir-faire. Donc déjà ça c'est la première richesse, qui ont des matériaux locaux
et qui seront en même temps enrichir le projet sur lequel vous vous lancez. Donc moi je recommande toujours d'aller très tôt, aller voir les entreprises, aller voir les charpentiers, aller voir tout ce qui se fait et ce qui se dit dans les associations comme Dans l'eau, comme Envirobat, les conférences à l'école d'architecture. C'est important de rester en lien avec toutes sortes de choses pour arriver à faire du sens au travers de votre projet. Et la dernière chose, c'est vraiment évidemment la pérennité des ouvrages. Alors là, en France, on est quand même un peu blindé, hein, mais on ne vous laisse pas faire n'importe quoi, je vous rassure. Mais voilà, la pérennité des ouvrages, c'est souvent du bon sens. Et c'est pas que des normes, et les normes, elles sont pas là pour vous mettre des freins, mais c'est plus là pour vous faire réfléchir. Quand on est avec des bons bureaux de contrôle et avec des personnes, des ingénieurs qui ont une expérience, je pense qu'au-delà de juste respecter les normes, vous arrivez à faire des bâtiments qui seront encore plus pérennes dans le temps et qui vieilliront tranquillement sans faire tache dans le paysage. Bon, toutes ces choses-là, ça peut être des choses qui se terminent juste par de l'ingénierie. La proposition spécifique de l'architecture, c'est arriver au travers par ces facteurs-là et au travers en même temps de la qualité de lumière, non pas que pour capter du soleil sans protéger, mais aussi pour en faire un lieu confortable, en s'intégrant dans un contexte et en réfléchissant à comment rajouter sa pièce dans un ensemble déjà construit ou non. Le travail de la composition, donc ça c'est un petit peu le plan, c'est les choses, l'échelle qui fait qu'on se sent bien dans un espace ou qu'on se sent plus mal à l'aise dans un autre, la sensation de bien-être, et puis finalement arriver à intégrer tous ces facteurs dans quelque chose qui est un projet et qui permet de générer du bien vivre ensemble. Donc je vous présente le dernier projet. Alors ça c'est un projet, une photo qui vient de sortir il y a 2 jours. Donc c'est un projet qui est pour le siège de l'ONF. Donc là on n'est pas directement au milieu méditerranéen, mais on a finalement les mêmes problématiques de surchauffe en été aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur du pays comme sur la côte. Ça va être un peu différent et spécifique, évidemment. Chaque contexte est très différent et il faut arriver à bien le comprendre pour répondre dans les clous. Mais finalement, la principale préoccupation aujourd'hui, c'est le confort d'été. Le confort d'été, on a des problèmes, que ce soit à Paris, en Alsace, dans le sud. C'est des choses qu'on retrouve toujours. Donc là, on est sur un projet... Voilà, ça c'était les planches de concours. Donc on est sur un terrain qui est en arrière, qui est plus bas que la route. Donc là on a un grand mur qui nous sépare 4 mètres de hauteur d'un boulevard en haut et d'un boulevard de côté, sur lequel l'ONF nous demandait d'installer son siège à Digne-les-Bains. Et donc première chose qu'on observait, c'est qu'il y avait un point d'entrée qui était un point haut et puis un point bas. Et donc, il y a toujours une réflexion sur comment limiter l'artificialisation des sols et puis éviter l'étalement. Et là, on s'est dit, plutôt que répondre avec un parking tout autre, comme il nous le demandait à côté du bâtiment, peut-être qu'on pourrait faire un jeu entre une articulation haute, une articulation basse, intégrer du parking sous les bâtiments. En même temps, il souffre moins de la chaleur en été aussi. Bon, ça, c'était les premières réflexions sur lesquelles on a imaginé, donc là on le voit un peu en 3D, donc on s'est dit qu'en termes conceptuels, on pourrait peut-être s'accrocher au contexte avec un accès haut, peut-être un accès bas aussi, qu'on aurait peut-être 2 façades signal parce qu'on a un rond-point et quand même on a, quand on fait l'ONF, l'ONF s'affiche, donc on doit chercher à répondre d'une certaine manière aussi d'une certaine promotion de l'institution quand on travaille sur ce genre de programme, et puis peut-être un bâtiment qui est un peu plus un bâtiment bloc qui vient tenir tout ça. Donc là, c'était les premières idées. Donc ça, c'est une vue qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui explique un petit peu le contexte mieux que ça. Donc on a un bâtiment sur votre droite qui est... donc le programme de ce bâtiment, ce sont des bureaux principalement, avec des espaces techniques, des salles de réunion. C'est quelque chose d'assez classique. Donc
Donc ça c'est le premier étage sur lequel on voit qu'on a des cellules de bureau. Donc à l'ONF ils ont ça de particulier, c'est qu'on peut ramener son chien, c'est très sympathique. Et c'est très relâché comme atmosphère. Et l'idée de construire un bâtiment de cette manière, c'est aussi se dire, bah, aujourd'hui ce bâtiment c'est des bureaux, mais peut-être, comme on le voit à droite, si on enlève toutes les menuiseries intérieures, finalement c'est d'abord tout une belle charpente et dans un lieu qui peut un jour peut-être devenir un lieu pour faire de la danse ou autre chose. Et sur la partie du rez-de-chaussée, on observe donc des parkings qui s'installent sous le premier bâtiment à gauche et des bureaux, salles de réunion, enfin, c'est surtout tous les espaces servants qui sont sur la partie basse. Donc il y a eu une réflexion sur comment on allait fonctionner du point de vue bioclimatique sur le bâtiment. Donc, là c'est juste une coupe sur le bâtiment principal. Donc vous voyez qu'on avait imaginé, parce qu'on vous demandait je ne sais pas si vous devez savoir quand même, une ventilation double flux sur le bâtiment. Donc on s'est dit on va leur répondre avec une double flux, mais on va quand même leur proposer de travailler sur une stratégie de confort d'été qui permette de fonctionner sans aucune installation, mais on a quand même dessiné des installations. Donc on leur a dit bah voilà, vous pourriez ventiler la nuit par des fenêtres. Donc quand on ventile la nuit par des fenêtres, c'est pas toujours évident parce que la dernière personne qui part par le bon sens, elle va fermer la fenêtre en disant voilà, il y a des gens qui peuvent rentrer, il y a des oiseaux qui peuvent rentrer. Donc il fallait réfléchir à comment on peut concevoir des fenêtres pour que les personnes qui partent en dernière, mécaniquement, ne viennent pas fermer la fenêtre, de peur qu'il y ait de l'intrusion. Et ensuite, il fallait aussi un maître d'ouvrage qui sente un peu l'idée quand c'est un bâtiment avec des bureaux qui sont ouverts et qui a envie de s'impliquer aussi. Et l'ONF, c'était un peu ça dans l'ambiance. C'est une profession assez relâchée, c'est des boiseux, qui ont un sens du bon sens et avec qui ce programme était assez facile à faire. Et ensuite, on s'est dit, si on arrive à ouvrir les fenêtres, ça pourra faire une ventilation croisée, certes, du point de vue horizontal, mais si on met un point haut, on a par convection naturelle, on a une manière de ventiler la nuit dans les moments chauds qui permettrait, si on ramène de l'inertie, donc là on ne voit pas trop l'inertie, mais on a ramené de l'inertie, ça nous permettrait de stocker de la chaleur de stocker de la fraîcheur pendant la nuit et la journée on ferme tout et on a un bâtiment frais. Donc là je vous montre un peu quelques images. Donc ça c'est la réalisation. Donc on a travaillé, finalement on a viré toutes les installations. Les seules installations qu'on a c'est les systèmes de ventilation par les sanitaires qui viennent évacuer l'air vicié. Et sinon on a simplement des bureaux qui sont fermés par des murs en briques de terre comprimées qu'on voit sur la gauche. Une ventilation par un système de shed en hauteur qui est piloté, tout simplement c'est des Velux, hein, c'est quelque chose de très simple. Des portes qui n'ont aucune, parce que le programme le permettait, qui n'ont aucune serrure, donc toutes les portes restent ouvertes, et la nuit ils ouvrent les portes, ils ventilent. Donc là on voit les sheds qui se trouvent sur la partie haute, qui se trouvent ici. Et puis, des fenêtres ici qui ont une ventelle qui est constamment fermée, qui est une fenêtre de ventilation. Donc on a des fenêtres de jour qui amènent le jour et des fenêtres de ventilation ici qui sont des fenêtres avec des grilles anti-piaf et qui protègent de la pluie quand on va les ouvrir. Donc ça c'est un bâtiment où il fait... et puis ça c'est la façade côté rue avec une surtoiture en planche ventilée. Des panneaux solaires qui ont été, qui est toujours un peu la proposition classique aujourd'hui, évidemment de participer à l'effort de faire de l'énergie avec autre chose que ce qu'on connaît. Donc la deuxième chose particulière aussi sur ce bois, c'est que c'est du bois des forêts d'ONF. Donc c'est du bois qui a beaucoup de nœuds, qui est plutôt développé avec des petites sections. C'est l'intérêt de travailler avec des charpentes un peu traditionnelles comme on a ici. On n'a pas de matériaux CLT qu'on aurait pu utiliser. CLT, je rappelle, c'est des grandes dalles bois qui permettent de faire beaucoup de choses. Ici, c'est vraiment des bois de la forêt qui ont été tenus ensemble et qui apportent les mêmes résistances, mais peut-être avec un peu plus d'artisanat et plus de travail de charpente traditionnelle. Donc on est dans un bâtiment qui est très frais en été. Quand il fait 35 dehors, on doit être
à 22, 23 à l'intérieur, au point que la dernière fois qu'il y avait une rencontre sur le site, le réflexe c'était d'aller voir la maîtrise d'ouvrage, demander s'il ne pourrait pas baisser un peu la clim, parce que vraiment il était très frais, mais en fait il n'y en avait pas. Donc ça peut tout à fait fonctionner. Ça c'est quelques images du bâtiment. Donc, des protections solaires sur les pignons. Alors les protections solaires, c'est des choses, aujourd'hui on a tous des logiciels, on peut partir sur des principes, mais on peut aussi faire l'expérience de regarder avec son logiciel de la course du soleil et comment la course du soleil illumine une façade sud, comme le disait Olivier tout à l'heure. Comment fonctionne une façade nord? Une façade nord, il faut aussi la protéger. C'est pas aussi simpliste que ça. Les façades ouest et est, c'est vraiment des façades qui sont peut-être plus la façade ouest, très compliquée à protéger aussi parce qu'on veut conserver la vue. Quand on est dans les environnements urbains, on ne choisit pas toujours ses orientations. Donc c'est des questions qui finalement dessinent le projet et font qu'à la fin, on arrive à avoir un lieu qui soit à la fois confortable mais qui consomme peu. Donc là, vous voyez qu'on est sur ce projet, il est, pour la partie inférieure, c'est une partie en structure métallique avec une dalle en béton. Cette dalle en béton, elle est simplement isolée par le dessous et elle est poncée. Donc pour éviter de rajouter des couches et des couches, on peut simplement travailler avec des matériaux bruts. Et ensuite, sur la partie supérieure, on est sur des charpentes en bois isolées en paille, avec de l'enduit terre. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est de l'enduit terre sur bottes de paille. Et puis ensuite, on a de la brique de terre crue qui vient en plus rajouter de l'inertie. Donc il faut plutôt en mettre plus qu'en mettre moins. Ce bâtiment, il fonctionne très bien. Il y a d'autres bâtiments, comme par exemple celui-là, il fonctionne un petit peu moins bien parce qu'on n'a pas mis assez d'inertie. Donc ça, c'était le premier projet qu'on avait fait quand on est retourné en France. Donc là, on est sur un bâtiment qui est très bioclimatique dans le sens où voilà, c'était vraiment l'objectif du bâtiment, c'était de concevoir quelque chose qui allait répondre de la course solaire. L'orientation du bâtiment, elle était avec des grandes façades ouest et est, donc c'est vraiment pas ce qui est idéal du tout, mais le terrain ne nous permettait pas de faire ça autrement. Donc on s'est dit, on va faire des sheds. Ces sheds qui sont orientés non pas nord, comme ça se fait jusqu'à maintenant, ils sont orientés sud. Du coup, on a calculé, moi j'avais fait ça à l'époque avec un logiciel qui s'appelle Rhino, les hauts vents, pour savoir à quelle date précise on va avoir une coupure et le soleil arrêtera de rentrer. Je crois que c'est autour du 6 avril, le soleil arrête de rentrer en direct au sein du bâtiment. Et tout le reste du 6 avril je crois au début septembre, on a une lumière quasiment directe qui rentre à l'intérieur du bâtiment par des chaînes. Sur la façade est et ouest, on a juste des fenêtres de confort qui permettent la vue. Donc là, on voit quand on est assis. Alors, je vais passer quelques images. Alors, je vais passer ça, c'est un peu la même chose. C'est des grandes halles qui sont partitionnées, sur lesquelles on peut imaginer des bureaux comme on peut imaginer autre chose. Donc ça, c'est la halle avec des murs en paille enduits en terre. Donc là, je pense qu'on n'a clairement pas mis assez d'inertie, avec une dalle béton. Donc la paille, alors ça, contrairement à ce que disait Olivier, des fois ça peut être vraiment la zizanie et puis ça peut faire peur parce que en fait il manque les vaches quand on construit tellement on a l'impression d'être dans une ferme. Il faut faire très attention parce que les accidents sont très très vite arrivés. On a régulièrement des accidents sur les chantiers et là il y a toujours, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il y a quand même toujours des fumeurs. Il suffit d'une cendre. Et donc on remplit notre mur en ossature bois de bottes de paille qu'il fallait redresser parce que tout ça c'était un peu tordu et ensuite c'était enduit par une technique de projetage. Donc on observe aussi qu'on a une structure ici principale qui est une structure métallique avec des murs en ossature bois et le bâtiment fini avec un partitionnement réalisé au travers de cloisons vers bois, chose qu'on pouvait se permettre à l'époque, qui aujourd'hui, je pense que je ne ferai plus ça de cette manière-ci, mais alors c'est quand même des bâtiments qui sont assez artisanaux dans le sens où c'est pas des techniques industrielles qu'on utilise, donc acoustiquement c'est pas toujours ultra performant, mais selon les programmes c'est acceptable. Après, du point de vue d'étanchéité à l'air, c'est des bâtiments tels que celui-ci qui sont assez complexes à résoudre.
Bon, on a réussi. C'est un bâtiment qui a aujourd'hui une dizaine d'années et qui fonctionne bien. Les murs sont enduits donc, en terre comme on l'a vu. On a laissé, je vais quand même vous raconter une petite anecdote, c'est que pour la petite histoire, on a quand même laissé les bottes de paille à vue à l'entrée, au niveau du hall d'entrée, et un jour il y a des souris qui sont apparues. Donc il faut quand même faire très attention à ces questions-là, parce que, mais bon, on peut appeler ça de la biodiversité positive. Moi, je ne mets plus automatiquement d'appareil en rez-de-chaussée, où je fais très attention, je la surélève. Parce que quand même, quand on vous appelle, on vous dit bah, il y a des souris qui font toboggan contre le verre, bah, voilà. Mais bon, après, c'est pas grave non plus. C'est pas des choses qui viennent mettre en péril le bâtiment du tout. Mais c'est des choses où, quand on a un bâtiment qui a une forme géométrique complexe, les grilles anti-rongeurs, etc., c'est pas toujours. Il suffit qu'il y ait un petit trou quelque part pour que ça rentre. Voilà. Il faut le savoir, ça arrive quand même dans beaucoup de bâtiments neurosaturbois que je connais. Dans tous les isolants. Et pas campagne, hein, tous les isolants, les polystyrènes, voilà. Même les polyuréthanes. Parce que les petites souris, elles cherchent simplement à se mettre à l'abri du prédateur. Elles viennent à rien manger, elles ne mangent pas le polystyrène, elles ne mangent pas la laine de verre, et elles ne mangent pas la paille parce que c'est pas nutritif du tout. Mais elles se mettent à l'abri du chat. Donc si vous voyez des souris, c'est pas trop grave. Le village, donc là c'est un village d'entreprise qu'on a livré en 2015. Donc là il y a toujours la qualité du plan, la relation. C'était un projet qui était constitué de bureaux sur la partie basse, une voirie existante publique et des ateliers sur la partie haute. Donc là de la même manière, il y a tout en amont une réflexion sur la bioclimatique de façon à permettre au bâtiment de se rafraîchir et de pouvoir utiliser la fraîcheur de la nuit en été. Là, on voit sur la partie haute de toiture des systèmes très simples qu'on a utilisés pour ventiler et permettre une ventilation nocturne entre les façades et des points hauts qui permettent de rafraîchir l'espace. On observe des cloisons en terre crue, des expériences qui ne sont pas toutes heureuses, mais l'expérience, il faut la faire pour pouvoir la comprendre les choses. Et puis pour finir, je vous présente le projet de Saint-Ferréol. Donc ça c'est un projet... donc, il y a une chose qui est importante, c'est qu'en fait on n'a pas toujours besoin d'inertie, on n'a pas toujours besoin... les stratégies sont complètement différentes selon que c'est du bureau, de l'habitat, une école. Une école, c'est, je crois, c'est en moyenne 60 watts par personne qui sont dispersés par le corps. Donc si on a une salle comme ici, très rapidement ça chauffe. Si on met de l'inertie dans cette salle et il y a un deuxième qui arrive, assez rapidement, ça devient un lieu infernal qu'il faut climatiser. Donc c'est pas toujours important de mettre de l'inertie. Dans un habitat, ça a une importance qui est sans doute... Enfin, moi je vois les habitats des bureaux comme des lieux où on habite la nuit, où on habite le jour. Dans les salles polyvalentes, ce genre de choses, on ne peut pas trop prédire le fonctionnement, c'est un peu différent. Donc là, sur ces bâtiments-là, on a très très peu d'inertie, donc il s'agit d'une salle polyvalente qui se trouve en haut à gauche, avec des services et des espaces servants sur la droite. C'est une salle de 200 mètres carrés, et un grand toit, une grande canopée qui vient créer un lieu de rencontre sur le territoire. C'est un bâtiment qui est... le premier projet d'une communauté de communes qui devait se faire valoir aussi sur le territoire. C'est-à-dire, évidemment, elle ne pouvait pas se rater au niveau du projet, mais surtout, c'était un bâtiment qui appartenait à une communauté de communes et pas à une municipalité. Donc l'idée, c'était de créer un centre au bord de ce lac, au bord d'un lac, qui s'appelle le lac de Saint-Ferréol, qui est, pour la petite histoire, la clé de voûte du canal qui va de la Méditerranée à l'Atlantique. Et ce lac vient alimenter... Un canal, ça fuit par définition, donc vient alimenter le canal en point haut de façon à ce qu'il soit toujours bien plein. Et donc ce bâtiment, il se trouve juste à côté. Donc on a construit ce bâtiment exactement sur la limite entre le Tarn et la Haute-Garonne. Donc là, quand vous faites ce genre de choses, vous vous retrouvez, quand c'est un site UNESCO, avec l'ABF du Tarn, et puis aussi l'ABF de la Haute-Garonne, et puis les services de l'État, et puis c'est des projets qui ont l'air assez simples à monter, mais qui sont, du point de vue opérationnel, assez lourds.
Donc sur la partie gauche, donc on voit qu'on est sous un grand snack, une grande canopée constituée d'une structure un peu tridimensionnelle, donc avec la salle sur la partie gauche, et donc une ventilation nécessaire de cette... comment, dans une salle polyvalente, arriver à extraire les calories assez rapidement quand il fait trop chaud et il y a beaucoup de monde. Voilà, ça c'est des structures en bois. Donc l'intérêt de ces structures, c'était c'est une structure qui contient un peu de lamellé collé, mais sinon on est surtout sur du bois massif, donc des petits bois. Donc c'est des bois qui nécessitent peu d'ingénierie et qui sont en fait les grilles de bois, c'est quelque chose qui lui donne de la vibration aux espaces. Donc il existe effectivement le CLT, toutes sortes de choses. Donc je vous recommande de faire l'expérience de tout type de bois. Mais les bois massifs, ils ont cette qualité d'apporter de la vibration dans votre architecture. Moi je trouve que les structures en bois, ça fait architecture. Et moi c'est ce qui me botte dans le bois particulièrement, au-delà de l'aspect développement durable, etc. Mais je trouve qu'il y a une façon de ramener de la vibration, et puis de l'intérêt, et puis de la surprise, juste au travers d'une structure finalement. Parce que souvent dans les écoles d'archi, moi j'avais un très mauvais prof de structure, il n'a pas réussi à m'intéresser à la structure. En fait, j'ai découvert la structure avec Jacques Anglade, qui avait un site web qui n'existe plus aujourd'hui, que j'ai complètement pompé. Donc si un jour ça vous intéresse, vous pouvez m'appeler à l'agence, je vous file tous les éléments, parce qu'il avait mis tous ses plans exé, toutes ses images, tout sur son site, et aujourd'hui ce site il n'existe plus. Et je le sentais venir. Du coup, c'est ce Jacques Anglade qui est un ami d'Olivier, qui est un ingénieur à l'origine. Je crois que d'ailleurs il n'était même pas du tout ingénieur bois à l'origine, il était hydraulicien. Puis ensuite charpentier. Et ensuite charpentier. Donc c'est lui qui a commencé à parler de ses vibrations, et met tout ça en exergue, et il a fait des structures que j'ai trouvées vraiment très belles. Et c'est là où je me suis dit que peut-être que l'architecture c'est beaucoup ça, et puis peut-être un peu moins du placo, des couleurs, que des ouvertures. Enfin voilà, il y avait tout ça en même temps, mais je trouvais que faire vibrer la structure et puis en faire quelque chose qui soit très composé et qui participe de l'ambiance, c'est quelque chose qui est qui apporte une valeur qui plaît à tout le monde finalement. Donc là on voit il y a des grands Velux sur les parties de gauche ou de droite qui s'ouvrent, ce qui permet une ventilation et d'évacuer évacuer l'air chaud quand il y a beaucoup de monde dans la salle. On a un grand ventilateur, un brasseur qui vient donner une sensation agréable quand il y a beaucoup de monde et il fait chaud. Et puis après on compose tout simplement selon la structure, on va composer avec des panneaux acoustiques. Enfin, tout est composé selon la structure dans ces bâtiments-là. Donc la question de la trame elle est très importante et c'est elle qui vient finalement composer l'ensemble selon un enchaînement assez logique. Qui est une méthode finalement qui oriente facilement et qui questionne peu, parce qu'à partir du moment où on a posé une trame et que cette trame est très solide, la composition vient de fait de par elle-même sur les questions de confort acoustique, ventilation, composée avec des panneaux qui vont donner un certain confort acoustique, etc. Et puis après, des bonnes entreprises aussi, qui sont intéressées, qui sont capables de le faire. Parce que trouver des entreprises qui travaillent à des bons prix, c'est aussi important, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises. Mais si jamais vous n'arrivez pas à construire ce que vous voulez parce que les entreprises sont très chères, eh bien, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est important de connaître un peu tout ça. Mais ça vient avec l'expérience. Donc, il ne faut pas d'inquiétude non plus, mais c'est important d'aller vers des charpentiers, aller vers des choses qui vous bottent. Si vous aimez le béton, allez voir des personnes qui font du gros œuvre et qui y mettent le cœur. Il y a plein de choses intéressantes à faire en béton, il y a plein de choses intéressantes à faire en terre, en bois, en acier, il y a de tout. Mais il faut trouver les personnes qui sont dedans et qui, pour eux, c'est vraiment leur vie, qui sont très impliquées. Je pense que ça peut être le dernier conseil, le petit conseil que je peux vous donner pour clore cette rencontre, c'est aller à la rencontre des autres. Il y a énormément de personnes qui sont très riches parce qu'ils prennent les choses à cœur et apprenez des autres. Et pensez pas qu'un bâtiment, c'est votre bâtiment, mais pensez que c'est le bâtiment de vous et de tous les autres qui ont participé, que ce soit le maître d'ouvrage qui a fait le programme, comme le charpentier qui l'aura construit, et voilà, toutes les personnes qui auront participé. Et je pense aussi quand il y a des projets qui sont sympas,
et ça motive tout le monde. C'est important en début de chantier de présenter le projet dans son approche conceptuelle, dans son approche... en fait, quel est l'objectif du projet? Rappeler à tout le monde que c'est d'abord créer un lieu de rencontre sur ce projet-là, pour créer un lieu comme un phare sur le territoire. Enfin, si vous racontez tout ça, des choses qu'a priori au plombier, vous dites mais le plombier, le gars du CDC, il n'en a rien. Ah, mais je peux vous assurer qu'ils n'en ont pas rien à foutre. Ils sont hyper fiers et ça va vous faciliter le chantier parce que les chantiers, c'est souvent un peu l'art de la guerre, malheureusement. Mais on peut les prendre un peu autrement aussi si on arrive à impliquer les gens et leur montrer qu'ils ont de la valeur dans ce qu'ils font.